Bonjour tout le monde. Désolé d'interrompre vos conversations. Mais on a un programme intéressant et je vais profiter de l'occasion pour vous présenter nos panélistes. Mon nom est Louis Lévesque, je suis le directeur général de Finance Montréal. On est extrêmement heureux d'être associés comme partenaire avec le colloque sur la retraite et sur l'investissement et les finances personnelles. Ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos activités à Finance Montréal. Finance Montréal, c'est la grappe du secteur financier. On a plusieurs membres qui sont évidemment des compagnies d'assurance établies à Québec. Notre mandat, c'est d'aider au développement de la place financière du Québec. On fait toutes sortes de choses, notamment des événements. On a organisé récemment un Forum FinTech 2017, qui est un grand succès. C'est le plus gros forum FinTech au Canada. Et on fait ces événements-là ou d'autres activités dans l'idée de contribuer au développement du secteur financier au Québec. Comme vous le savez, le secteur financier, c'est à la fois un gros employeur, c'est un fournisseur d'emplois de qualité, ça fournit des services extrêmement importants, que ce soit à tous les éléments de la vie des citoyens pour le financement des entreprises, et c'est aussi un extrêmement important contributeur aux finances publiques, ce que les gens oublient fréquemment. Actuellement, le secteur financier, comme beaucoup d'autres secteurs, est soumis à des pressions extrêmement importantes dans tous ses aspects par la technologie et évidemment le besoin de renouvellement de compétences. Je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement sous-estimé parce que les gens prennent pour acquis, dans le fond, la situation actuelle, mais que ce soit du côté du bancaire, de l'assurance et de l'investissement, la pression de la technologie est constante et on voit ça, notamment à notre forum FinTech, on a l'occasion de voir comment les entreprises développent des partenariats pour adopter des nouvelles technologies qui vont complètement révolutionner la façon dont les services financiers sont livrés. Un des enjeux dont on s'occupe à Finance Montréal, ce sont les questions reliées à la retraite et au vieillissement de la population. Comme vous le savez, le Québec est une des sociétés occidentales qui vieillit le plus rapidement, ce qui crée des enjeux extrêmement importants, notamment, on a vu récemment la situation où la performance économique est très bonne au Québec, mais la question qui se pose, ça va être la disponibilité de la main-d'œuvre. Hors de Montréal, il n'y a à peu près pas de croissance de la main-d'œuvre nette, et donc c'est un enjeu extrêmement important. Puis à Montréal, même avec plus d'immigration, il y a beaucoup d'emplois actuellement qui ne trouvent pas preneurs parce qu'on n'a pas les personnes avec les compétences. Et donc, tout le fait que la question du vieillissement de la population est un enjeu extrêmement important. Et évidemment, ça pose la question à ce moment-là de l'âge de la retraite, un enjeu qui a été débattu à nombreuses reprises, mais qui revient constamment parce que le phénomène de fond ne change pas. On vieillit, mais on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. On a aujourd'hui un panel de personnes extrêmement compétentes pour nous débattre des enjeux associés à cette question. Sans plus tarder, je vous présente M. Bernard Morancy, Mme No et M. Latulippe et M. Monteau. Qui était pas dans ma... C'est à mon tour d'être présenté. Parfait. De retraite Québec, qui n'était pas dans ma liste de personnes, mais on s'ajuste. Et donc, je vous laisse entre les mains de Bernard Morancy qui va animer cette conversation. Une bonne main d'applaudissement pour notre panel. Merci, Louis. Merci, Louis. D'abord, je vais commencer par remercier Clément et Mathieu de m'avoir invité encore une fois cette année. Puis, je veux surtout vous féliciter. C'est un colloque qui est seulement à sa 5e année, mais déjà, je pense qu'il s'inscrit dans notre agenda. Il s'inscrit dans notre agenda parce que c'est un colloque où il y a un brassage d'idées. Puis le brassage d'idées est important si on veut que notre système de retraite ait un avenir aussi glorieux que son passé. D'ailleurs, notre panel, il s'inscrit un peu dans cette lignée-là d'un brassage d'idées. Alors, il est sur l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, c'est un sujet qui soulève à la fois les passions et l'ambivalence, comme nous le démontre l'histoire récente. Alors, en mars 2012, le gouvernement Harper fait une annonce. Il dit qu'il va augmenter... Y a-t-il un écho? Ou... Non? Bon. Donc, il dit qu'il va augmenter l'âge d'admissibilité à la pension de sécurité vieillesse, au supplément du revenu garanti, de 65 à 67, et qu'il va faire ça à compter d'avril 2023. Ça va s'échelonner sur 6 ans jusqu'à janvier 2029. Alors, il nous donne 11 ans de préavis pour quelque chose qui va prendre 6 ans. Nonobstant ça, il y a beaucoup d'opposition.
Ce qui fait qu'en mars 2016, le gouvernement Trudeau, lui, annonce qu'il ramène l'âge de la retraite à 65 ans parce que, et je cite, « c'est une erreur de le mettre à 67 ans ». En décembre 2016, le gouvernement du Québec publie un document de consultation sur l'avenir du régime de rente du Québec. Dans ce document-là, qui est une mine d'informations, incidemment, si vous voulez faire de la recherche sur la retraite au Québec, c'est une grande qualité, ce document de consultation-là. Mais ce document-là répertorie ce qui se passe au niveau de l'âge de la retraite un peu partout dans le monde. Et il nous démontre que dans une grande majorité de pays européens, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'âge de la retraite, il est 67 et parfois même 68 ans. En conséquence, dans son document de consultation, le gouvernement du Québec nous propose un ajout au régime de rente du Québec, un facteur de longévité qui permettrait d'ajuster l'âge de la retraite, de 65 ans, selon l'évolution de l'espérance de vie des Québécois. Et d'ailleurs, dans ce document-là, il parle d'un très grand nombre de pays dans le monde qui ont ce genre de mécanisme-là, entre autres la Finlande, la Norvège et la Suède. 3 pays nordiques où nous, ici au Québec, souvent on les vend, ces pays-là, puis on est très envieux de leurs programmes sociaux. Donc, eux, ils ont ce genre d'ajustement-là. Ceci étant dit, la semaine dernière, ce même gouvernement-là a annoncé une amélioration du régime de rente du Québec qui est similaire à celle du régime de pension du Canada. Donc, sans facteur de longévité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a une amélioration, Michel va nous en parler tout à l'heure, qui va venir à maturité en janvier 2065. Par contre, on calcule le coût, la cotisation que les Québécois et les employeurs vont devoir verser dans ce régime-là selon la présomption qu'en 2065, l'âge de la retraite va être encore 65 ans. 99 ans après la mise en vigueur du régime de rente du Québec, en 1966, qui, lui, avait défini l'âge de retraite à 65 ans. Est-ce qu'on peut blâmer le ministre des Finances, M. Letao, d'avoir évité de se lancer dans ce débat-là? Je ne pense pas, moi. Si j'avais été lui, j'aurais probablement fait la même chose. Pensons juste en février cette année, février 2017. Le ministre Morneau a mis un comité en place, 14 personnes, pour réfléchir au développement économique du Canada. Ce comité-là a remis son rapport et là-dedans, ils ont osé proposer qu'on réfléchisse à augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67. Le lendemain, le rapport a été nommé, le lendemain, le ministre Duclos, Jean-Yves Duclos, un député de la région ici, ministre du Développement social, ancien co-titulaire de la chaire industrielle Alliance sur les enjeux économiques reliés à la démographie, dès le lendemain, il a dit « Il n'y en est pas question. On va honorer notre promesse de fixer l'âge de retraite, fixer, pas garder, fixer l'âge de retraite à 65 ans parce que, et je cite à nouveau, hausser l'âge de retraite à 67 ans plongerait les aînés vulnérables dans la pauvreté. » Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette ambivalence-là? On le fait, on ne le fait pas. On en parle, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce que la simple possibilité d'augmenter l'âge de la retraite soulève autant de passion? Pourquoi est-ce qu'on, comme le ministre Duclos a fait, on refuse même d'en parler? Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de briser ça, de faire une discussion sur ça. Pas de vous convaincre de le faire ou de ne pas le faire, d'avoir simplement une discussion sur les enjeux reliés à l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce que quand on prend un peu de recul là-dessus, on s'aperçoit que le 65 ans, c'est pas juste le point d'ancrage pour le régime de pension du Canada, le régime de rente du Québec, l'admissibilité à la supplément du revenu garanti, l'admissibilité aux pensions de sécurité vieillesse. C'est beaucoup plus que ça, le 65 ans. C'est un élément structurant de tous nos régimes de retraite, d'une part, puis c'est même un élément structurant de plusieurs de nos programmes sociaux. Par exemple, tous les régimes d'invalidité, ils cessent de payer des prestations à 65 ans. La couverture de la RAMQ, elle change à 65 ans. L'assurance médicaments change. L'assistance sociale, ça cesse à 65 ans. Nos régimes d'assurance maladie, souvent, il y a un changement important avant 65 ans, après 65 ans. En plus, 65 ans,
C'est le moment où on a des rabais dans les cinémas, transport en commun. En fait, moi, je vais avoir 65 ans bientôt. J'ai même découvert en achetant mon billet de saison au Mont-Saint-Anne que j'avais droit à un rabais. Alors, j'ai sauvé 200 $ parce que je vais avoir 65 ans cet hiver. C'est quand même étonnant, là. Là, ça m'a dit qu'il faudrait que je me renseigne. Peut-être que j'ai des rabais ailleurs, je ne le sais pas, moi, là. Donc, c'est un élément très, très important, cette idée-là de la retraite à 65 ans. Pourtant, la réalité, elle est pas mal plus complexe que ça. En fait, c'est peut-être même la définition de prendre sa retraite qu'il faut re-questionner. Je ne sais pas combien il y a de personnes ici qui ont pris leur pension, mais qui n'ont pas pris leur retraite. Il y en a plusieurs. En tout cas, il y a moi, il y a Louis, il y a Michel, il y a Henri-Paul, mais il n'est pas là. Oui, il y en a dans le... Henri-Paul, c'est un bel exemple. 69 ans, il ne pouvait pas rester à midi, il est trop occupé. Il est venu me voir un matin, il ne prend pas ça personnel, je ne serai pas là à midi, là, mais je suis trop occupé. 69 ans. Donc, la réalité, c'est complètement autre chose. Alors, pour cette discussion-là, j'ai 3 personnes qui ont accepté de se joindre à moi. D'abord, il y a Marie-Josée Nault. Bon, Marie-Josée est titulaire d'un baccalauréat en histoire, un certificat en droit du travail, puis un certificat en gouvernance des sociétés. Elle a débuté sa carrière à Hydro-Québec en 1995, puis elle s'est jointe à la FTQ en 2008. Elle est responsable du programme de formation en matière de négociation, administration et gouvernance des régimes de retraite. Elle siège sur plusieurs comités de retraite, et bien qu'elle ne soit pas ici à titre de membre du Conseil d'administration de Retraite Québec, je souligne qu'elle siège également au Conseil d'administration de Retraite Québec. Alors, bien des responsabilités qu'elle va toutes mettre en veilleuse bientôt parce qu'elle a décidé de prendre un sabbatique de 6 mois pour faire un tour du monde. Et c'est la première fois qu'elle participe à un panel. Elle m'a fait une petite faveur en acceptant, fait que je la remercie beaucoup. Le deuxième panéliste, c'est Denis Latulippe. Alors, Denis est un ancien haut fonctionnaire de l'État québécois, mais aussi de l'ONU. Alors, il a été, entre autres, vice-président et actuaire en chef à la Régie des rentes du Québec. Il est maintenant professeur à l'Université Laval et ses étudiants m'ont écrit un courriel, me remercier de l'avoir invité parce qu'il était obligé de terminer son cours 1 heure plus tôt, ça aurait été ici à l'heure. Alors, Denis est très intéressé par la question de l'âge de retraite. Il a écrit 2 articles qui vont être publiés bientôt. Il est sur un comité de l'Institut canadien des actuaires sur le sujet. Il a aussi un intérêt plus large. Il a, avec 17 autres experts du domaine, écrit un livre qui s'appelle « La sécurité sociale au Québec, histoire et enjeux ». Alors, Denis est un diplômé de l'Université Laval et du London School of Economics et c'est un actuaire. Michel Montour est lui aussi actuaire, donc Marie-Josée est très bien entourée, comme vous pouvez voir, de 3 actuaires. Jésus-Christ, le bon larron, puis le mauvais larron, puis vous décidez c'est qui. Alors, Michel il a débuté sa carrière à la CARA, Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, en 1990. Par la suite, il a passé 12 années à l'Université du Québec comme directeur de l'actuariat, où, et c'est la façon dont lui le dit, son principal mandat était de bâtir une équipe et un système d'administration afin de mettre les consultants à la porte. Il a ensuite passé 3 années au Conseil du Trésor avant de se joindre à Retraite Québec en 2014 à titre de directeur des régimes complémentaires de retraite. Il a été promu en août 2017 vice-président aux politiques et programmes à Retraite Québec. Alors, en arrivant à Retraite Québec, Michel nous disait, moi j'ai administré un régime, j'ai négocié les régimes de retraite de l'État, des employés de l'État, je me suis occupé de régimes privés et de RVAR. Il reste juste le régime de rente du Québec auquel je n'ai pas touché. Bien, là, c'est fait. Et de belle façon. À peine quelques mois après sa nomination, on a un projet de loi d'amélioration du régime de rente du Québec. Et lorsqu'on a vu ça la semaine dernière, Clément et moi, on a communiqué avec Michel pour l'inviter à se joindre à nous. Puis vendredi, il a accepté avec plaisir. Fait qu'on le remercie vraiment là, à si courte échéance d'avoir accepté de se joindre à nous. Alors, comment on va fonctionner? D'abord, Michel va nous faire un bref exposé. Pas facile de présenter un si grand projet de loi en cours, mais il va tenter de le faire dans une dizaine de minutes pour nous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est que ce projet de loi, mais surtout, c'est quoi ça va être ses conséquences pour les Québécois, mais aussi sur la gestion du fonds du régime de rente du Québec. Par la suite, je vais revenir et là, on va discuter de l'enjeu de la retraite, de l'âge de la retraite, mais en 3 blocs.
Un premier bloc sur les enjeux reliés à la démographie, principalement à l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, qu'est-ce qui milite en faveur ou contre réviser l'âge de retraite d'un point de vue de démographie? Deuxième bloc, ça va être les arguments économiques et le travail. La croissance économique, garder les gens au travail. Donc, on va discuter le pour et le contre de ça. Et le troisième élément, ça va être le coût. Quels sont les impacts sur les coûts des régimes? Avant chaque bloc, je vais faire un bref rappel, donner quelques statistiques, passer la parole à Denis et Marie-Josée qui vont faire des commentaires. Pour question d'animer le débat un peu, Denis et Marie-Josée vont jouer un petit peu un rôle. Ils vont exagérer leur position. Donc, Marie-Josée va vraiment dire pas question qu'on l'augmente sur les 5 ans. Donc, elle va exagérer un petit peu ses arguments, même si elle est plus nuancée que ça dans la vie. Puis Denis, la même chose. Mais lui, il va prendre le camp inverse. Il faut absolument qu'on l'augmente. Il va un peu exagérer ses arguments. L'idée étant de provoquer une réflexion, pas de vous gagner sur un bord ou sur l'autre, mais de voir à quel point cet enjeu-là peut être vu de façon différente. Et par la suite, vous aurez l'occasion de poser des questions sur un ou l'autre des 3 blocs ou sur un autre sujet là, qui est relié à l'âge de retraite. Sentez-vous bien à l'aise. Donc, je passe la parole à Michel. Bonjour. M'entendez-vous? Oui. Alors, merci Bernard pour cette présentation. Tu disais qu'il va y avoir des pour et des contre. Moi, je ne sais pas trop mon rôle. Fait que je vais faire l'arbitre. S'ils se battent, je vais m'en occuper. Tu n'as pas à t'excuser. Là, je ne suis pas annoncé. Cherchez-moi pas dans le programme. J'ai accepté vendredi. J'ai pas de cocarde, sauf celle de Marie-Josée, parce qu'elle est coquette. Elle trouvait que ça faisait pas beau. Fait que je l'ai mis dans ma poche. Mais j'ai pas de cocarde, puis je suis pas dans le programme. Puis j'ai tout un défi devant moi. Fait que je vais commencer tout de suite ma présentation, parce qu'en 10 minutes, résumer un aussi gros projet de loi, c'est tout un défi. J'ai dit à Bernard, j'aime les défis, il m'en a donné tout un. Alors, peux-tu m'aider à relever le défi en switchant ça? Si je trouve que tu vas pas assez vite, on va faire C'est ça. Alors, on commence avec le contexte. Dans le fond, la consultation publique sur le régime de rente est prévue dans la loi. Il faut qu'elle se tienne au moins aux 6 ans. Donc, on en a tenu une en 2017, et ça s'est déroulé du 17 au 20 janvier, une commission parlementaire. Donc, on s'est organisé là, pour que les gens aient un beau temps des fêtes, puissent écrire leur mémoire durant le temps des fêtes, en pensant à nous. Il y a eu 19 groupes qui sont venus, une centaine de mémoires, là, donc c'était très... La collaboration était excellente de tout le monde. Et on a tenu, là, parce que la période pour faire des mémoires était très courte, on a prolongé la prolongation par le web, où encore là, plus de 4000 personnes ont répondu. Pour l'autre slide, c'est bon. Je vais me concentrer là-dessus, puis toi, tu fais le reste, c'est bon. Le projet de loi, dans le fond, ce qui a été le plus véhiculé, c'est que ça touche le régime de rente du Québec. Oui, la bonification du RRQ, des éléments stabilisateurs de financement pour le régime de rente du Québec. Mais ça touche également les régimes complémentaires de retraite. Ici, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais en gros, des allègements pour les administrateurs de régime. Ça fait suite à une réforme où on a stabilisé le financement. Maintenant, si on veut que nos prestations déterminées demeurent, il faut aussi alléger la lourdeur administrative. Et ça va toucher également la loi sur Retraite Québec, notre loi constitutive, puisque on va devoir avoir le mandat de gérer un nouveau fonds. Ça, je vais pouvoir y revenir. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on bonifie le régime de rente du Québec? Premièrement, il y a eu une mobilisation importante lors des consultations. Un consensus presque un consensus, une majorité de personnes qui étaient en faveur là, de certains enjeux. Donc, par exemple, de calquer le régime de pension du Canada. Pourquoi? Bien, évidemment, ça simplifie beaucoup pour les employeurs qui ont des employés dans plus d'une province. C'est un enjeu. On veut aussi avoir une équivalence. Là. Ça pose une équivalence aussi puis une équité pour tous les Canadiens. Alors, c'est ce qui a été fait. Je vais vous présenter tout à l'heure. Également, une stabilité financière du RRQ. Notamment, on oblige toute amélioration future ou qui pourrait toucher le service passé d'être entièrement financée.
Il y a également l'équité intergénérationnelle qui est un enjeu majeur. Évidemment, le régime de base est un régime d'assurance sociale, donc il y a eu certains transferts. Le nouveau régime va être acquis graduellement sur 40 ans et donc va être aussi proportionnel aux cotisations directement. Les prestations vont être directement liées aux cotisations qui sont versées. L'autre chose, en plus de la consultation, c'est que ça répond à un besoin. Ça répondait à un besoin d'augmenter la couverture de retraite, le filet social. Pourquoi? Bien, dans le temps, le système de retraite qui a 3 étages, il y a le fédéral, le provincial et les régimes complémentaires, le RVR, les RCR, les régimes privés. Il y a eu un effritement de la protection au 3e étage dû à la baisse de couverture dans des régimes à prestations déterminées. Au niveau de la pension sécurité de vieillesse, la PSV, elle est indexée à l'indexation, à l'inflation, mais elle s'effrite parce que les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Donc, il y a eu un effritement du taux de couverture. Également, il y a un besoin de bonifier ça parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent que la classe moyenne, les baby boomers d'hier versus les gens d'aujourd'hui, une nouvelle génération, ont vraiment de la difficulté à mettre suffisamment d'épargne en vue de la retraite. Donc, ça répondait vraiment à un besoin. Maintenant, si on regarde, on dit souvent une image vaut 1000 mots. Alors, vous avez en blanc le régime actuel qui couvre les salaires. Il y a une exemption de base de 3 500 jusqu'au MGA 55 300 en 2017. On remplace 25 % de ce revenu-là. La bande bleu pâle et bleu foncé sont le nouveau régime supplémentaire. On appelle ça le régime supplémentaire, nous, à 2 volets. Le premier volet, pour les mêmes revenus que le régime de base, on va augmenter la couverture de 25 % à 33,3 %, donc on l'augmente de 8,3 %. Cette portion-là, à terme, va coûter 2 %, 1 % employé, 1 % employeur. La bande foncée, c'est une nouvelle clientèle. On élargit une nouvelle clientèle, celle qui gagne plus du MGA, jusqu'à 63 000. Donc, eux, ils passent de 0 à 33 % de couverture sur cette tranche de 8 000-là. Et ça va coûter donc 8 % de ce 8 000 à peu près de salaire-là pour ceux qui sont à 63 000 et plus, entre le MGA et le 63 000. Donc, si on va rapidement, je vous ai parlé des taux, les taux de cotisation. Simplement vous dire que le régime de base coûte 10,8, il va passer à 12,8, étalé sur 5 ans. L'autre bonification que je viens de vous parler, 8 %, ça va entrer en vigueur quand? Le 8 %, on le voit, ça va être dans 7 ans, en 2024. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Je voulais vous parler un petit peu des aspects moins médiatisés du projet de loi, comme par exemple, quand on bonifie la rente de retraite. Il va y avoir un supplément qui va augmenter la rente de retraite. Donc, il y a des prestations comme les prestations de conjoints survivants, les prestations de rente prestations d'invalidité, pardon. Il y a une portion variable à cette prestation-là, puis une prestation uniforme. La prestation uniforme, là, le projet de loi, on ne fait pas de modification à ça. Mais parce qu'on augmente la rente de retraite, à ce moment-là, la partie variable de ces prestations-là va être aussi augmentée. Donc, ça, c'est passé un petit peu sous la loupe, mais donc, dans 40 ans, d'ici à terme, les conjoints survivants, les invalides, recevront plus. Il y a aussi l'existence d'une politique de placement distincte pour le nouveau fonds. Il va y avoir une comptabilité distincte, un fonds distinct qui va être géré par la Caisse de dépôt. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il faut modifier la loi sur Retraite Québec. Il faut justement prévoir qu'on crée un nouveau fonds et qu'on a le mandat d'établir la politique de placement là-dessus. Il y a également l'aspect d'un mécanisme automatique d'ajustement. Il y en existe déjà un pour le régime de base, le régime actuel. Pour le régime supplémentaire, la loi introduit qu'il va y avoir un mécanisme, mais les modalités vont figurer dans un règlement. Ce qui est prévu, c'est qu'on puisse toucher aux cotisations si 2 évaluations en ligne, il y a un écart de cotisation par rapport au taux d'équilibre. Et aux prestations également, parce qu'on vise l'équité. Donc,
il pourrait y avoir une forme là, de contribution des retraités. Tout ça, évidemment, va être défini dans un règlement et on attend, bien évidemment, ce que le fédéral va faire avant de s'y pencher. Donc, ça, c'est des aspects peut-être un peu moins connus là, du projet de loi. L'implication financière de la bonification, eh bien, ça va faire rentrer 3,3 milliards de dollars par année à terme. C'est en dollars d'aujourd'hui. Ça va se partager 1,6 milliard les employés, 1,6 milliard les employeurs et le reste, les travailleurs autonomes. La hausse maximum pour un participant va se chiffrer à 826 $ par année. Une prestation là, supplémentaire qui peut aller jusqu'à près de 7 000 $. Donc ça, c'est une bonification à peu près, c'est pas négligeable. Il faut le réaliser dans 40 ans. Il va y avoir à peu près une augmentation de 30 % de la rente. Là. Donc, c'est pas négligeable du tout. Alors, si on va à l'autre slide, ce qu'on vient de créer, le régime supplémentaire, c'est comme un gros régime RCR, un gros régime privé. Il y a les mêmes caractéristiques. Il va être pleinement capitalisé. Les droits vont être acquis à chaque année, vont être liés aux cotisations, ce qui fait que, comme un RCR, ce régime-là va devenir mature dans le temps. Il va être pleinement capitalisé, ce qui fait qu'il y aura un risque différent. Donc, on prévoit là, une prudence, une marge. En moyenne, on le voit là, dans le taux d'actualisation de 0,7 %. Donc, on s'attend à ce que le rendement des fonds sur le régime supplémentaire rapporte moins que le régime de base, puisqu'on va devoir, à un moment donné, prendre moins de risques et prendre peut-être plus de revenus fixes. Alors, vous allez voir un peu la logique là-dedans dans mes 2 dernières acétates. Donc, si on regarde la projection de la réserve, vous avez en bleu pâle, là, la bande bleu pâle, le régime de rente de base, et vous avez les bâtonnets foncés, c'est la réserve du régime supplémentaire. Donc, on voit là, que dès 2041 à peu près, le régime supplémentaire va avoir autant d'actifs que le régime de base qui est créé depuis 1966. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. Ça va vraiment croître rapidement. Donc, dans 25 ans, le régime qui vient d'être créé va dépasser celui qui est créé depuis 1966. Quand je vous disais qu'il va falloir être prudent, avoir un financement prudent, ordonné, créer un fonds à part, etc., vous avez ici un graphique qui vous montre la proportion des revenus total de chaque fonds, donc cotisation plus revenus de placement. Et on voit pour le régime de base, il y a à peu près 20 % des revenus qui proviennent des placements. Alors que dans le régime supplémentaire, si on voit à terme, il y a plus de 70 % des revenus qui vont dépendre des placements. Donc, vous voyez pourquoi les hypothèses que je vous parlais tantôt de rendement attendu ne seront pas pareilles, que le financement ne sera pas pareil. Donc, c'est ce qui explique en grande partie ces différences-là de financement et de politique de placement qui vont évoluer différemment dans le temps. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je vais juste tasser ça pour qu'on puisse voir les panélistes de ce coin-là. Là. Donc, on lance le débat, on lance la discussion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous donner l'opportunité tout à l'heure d'ajouter aux éléments de nos panélistes. Fait que gênez-vous pas pour prendre des notes et demander le micro. Bon, on commence avec la démographie. Alors, un des premiers arguments qu'on entend souvent des gens qui sont en faveur de l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est l'augmentation de l'espérance de vie des Québécois de 65 ans et plus. Alors, il y a des statistiques, je vous en donne quelques-unes. Entre 1966 et 2016, l'espérance de vie des hommes de 65 ans est passée de 13 à 19 ans et des femmes de 65 ans de 16 à 22 ans. Donc, 6 ans d'augmentation de l'espérance de vie. Donc, moyenne des Québécois de 65 ans entre 66 et aujourd'hui. Tous les démographes s'entendent pour dire que ça va continuer. Le chiffre qu'on entend le plus souvent, c'est que ça devrait augmenter d'un autre 3 ans entre maintenant et 2050. Donc, ça veut dire qu'entre 66 et 2050, on va avoir l'expérience de vie des gens sur les 5 ans et plus qui va avoir augmenté de 9 années.
Là, on n'est pas encore rendu en 2065. Je vous disais, le nouveau volet du régime de rente du Québec, il vient en 2065. Une autre statistique qui est intéressante, quand on prend les tables de l'Institut canadien des actuaires et qu'on calcule c'est quoi la probabilité qu'un Québécois de 65 ans, aujourd'hui, se rende à 90 ans. Bien, pour un homme, c'est juste un petit peu moins que 50 puis pour une femme, c'est un petit peu plus que 50 Fait que si on prend une population qui est moitié homme, moitié femme, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui ont 65 ans aujourd'hui, la moitié d'entre eux vont se rendre à l'âge de 90 ans. C'est long, ça, là. Ça, c'est juste. Hein? Je ne sais pas dans quelle moitié je suis, moi, là. Je sais que mon père a 89. Hein? Fait que, donc, première question. À la lumière de tout ça, Marie-Josée, on devrait-tu l'augmenter, l'âge de retraite? Question intéressante, Bernard, mais c'est drôle parce que quand je t'écoute parler, je me dis quand même, toutes les statistiques, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais peut-être qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on regarde des chiffres, là, c'est vraiment des chiffres sur papier. Mais quand on regarde dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais prévu 2 questions que je voulais relancer à la salle, mais tu as déjà posé la première, Bernard, en disant qui dans la salle, ici, est déjà prestataire d'une rente de retraite puis qui travaille encore. Je ne demande pas aux gens ici en avant de répondre. Je suis certain qu'il y en a plus qui ont le ils vont peut-être être gênés de répondre. Mais certainement, ou en tout cas, est-ce qu'il y en a qui en connaissaient? Ça, c'est sûr que oui. Oui, c'est ça. La deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est quand vous regardez dans vos familles, quand vous regardez dans vos milieux de travail, quand vous regardez le gars qui est venu réparer votre toiture, quand vous regardez l'infirmière qui a soigné votre mère, quand vous regardez la préposée aux bénéficiaires qui s'occupe de vos familles, est-ce que vous connaissez des gens qui, à 65 ans, n'étaient plus aptes à travailler? Est-ce que vous en connaissez? Vous en connaissez pas? Vous en connaissez, c'est sûr. Des gens qui ont perdu leur emploi dans le secteur du papier, qui avaient 63 ans, 64, 65 ans, qui étaient incapables de se relocaliser parce qu'il n'y avait pas les compétences nécessaires dans une région pour trouver un autre emploi. Des gens qui ont travaillé dans une mine qui a fermé. Hein, il y en a une qui est fermée il n'y a pas tellement longtemps, à Fermont. Des gens qui ont eu des accidents de travail avec des invalidités. Des gens qui sont incapables ah oui, c'est sûr, ils pourraient se retrouver un emploi à 50 km de leur lieu de travail, au salaire minimum, dans un Tim Hortons. Ça, c'est sûr que peut-être que c'est possible. Mais il faut être conscient qu'on n'est pas tous égaux face au vieillissement. On n'est pas tous égaux face à ça. Et juste une statistique comme ça qui est quand même intéressante, qui a été présentée par le démographe Yves Carrière, en fait, dans les études qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé sur la question du vieillissement puis de l'âge de la retraite. Puis ce qu'il nous dit, lui, c'est que entre les hommes, les 10 des hommes, là, si vous voulez, les plus riches, et les 10 des hommes les plus pauvres, il y a un écart d'espérance de vie de presque 8 ans. On n'est pas pareil, on n'est pas égaux face à l'augmentation de l'âge de la retraite. Puis là, on ne parle pas de la santé. La question de la santé, c'est un élément qui est super important aussi. L'écart d'espérance de vie en santé des hommes les plus riches versus les plus pauvres est de 14 ans. Donc, quand on réfléchit à la question de l'augmentation coercitive, là, je vais l'appeler comme ça, de l'âge de la retraite, on n'est pas pareil on ne vit pas exactement la même situation. Puis je vais citer quand même, tu en as parlé tantôt, Bernard, le ministre Duclos. Bon, OK, tu l'as un peu qualifié de girouette, là, c'est ce que j'ai compris dans tes propos. Non, j'en fais un peu sur le gouvernement. Puis, lui, il est stable. Écoutez-moi bien, parce que je ne fais pas ça souvent dans ma vie, citer un ministre libéral, mais je vais quand même le faire. Mais il a donné, peut-être qu'il a eu le temps de réfléchir entre-temps, parce qu'il a quand même donné un argument intéressant pour lequel il ramenait l'âge de la retraite à 65 ans dans le régime de pension du Canada. Il dit, on ne va pas changer ça en parlant de l'âge de la retraite parce qu'on croit que c'est important de protéger les personnes les plus vulnérables, celles pour qui il est impossible, pour toutes sortes de raisons, de continuer la participation à leur marché du travail. Donc, je pense que c'est un élément qu'on doit garder en tête, la question de la santé, comment on arrive à la santé à la retraite. Alors ça, c'était le débat pour le camp du non. Alors maintenant, on va voir le camp du oui. Merci, Bernard.
Écoutez, moi, j'aurais le goût de lancer le débat d'un point de vue actuariel. Je suis sûr que ça va vous passionner. Puis évidemment, quand on pense aux actuaires, on pense à deux choses. On pense aux coûts, puis on pense aux tendances historiques. Il est clair que les coûts associés à des périodes de retraite de 25-30 ans, c'est cher. C'est plus cher que le petit morceau de gâteau que vous avez devant vous. Là. Mais, puis on va y revenir tout à l'heure si ma mémoire est fidèle. Ce que j'aurais le goût d'aujourd'hui, à ce moment-ci, c'est simplement de soulever une interrogation. Est-ce qu'un âge de retraite à 65 ans pour tout le monde en 2050, c'est la meilleure façon d'utiliser les sommes qu'on est prêt à consacrer à la retraite? Puis moi, je rejoins tout à fait Marie-Josée que face à des situations, des problèmes de santé, de pénibilité, de travail, il faut prévoir des conditions particulières. Je pense qu'on oublie trop souvent la pension de la sécurité de la vieillesse puis le supplément de garantie, qui sont la première source de revenus des gens à revenus faibles. Il faudrait bonifier ça. Mais si on veut faire ça, il faut aussi re-questionner l'âge de la retraite à 50 ans à tout le monde, incluant pour les fonctionnaires qui travaillent pour Desjardins, Banque nationale et le gouvernement du Québec. Donc ça, c'est du point de vue des coûts. Du point de vue des tendances historiques, je pourrais peut-être vous parler de Bismarck en 1880 puis Roosevelt en 1935, qui ont eu en commun de mettre en place un régime de sécurité sociale qui prévoyait, bon, on remonte en 1880, Bernard parlait de 2050 tout à l'heure, un âge de retraite de 65 ans, mais j'ai plutôt le goût de vous parler de Reagan aux États-Unis. Les Américains ont légiféré en 1983 une augmentation de l'âge de retraite de 65 à 67 ans qui va être pleinement effective en 2027. Donc, là-dessus, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on se donne 10 ans pour légiférer sur une augmentation de l'âge de retraite qui deviendra effective au moment du centenaire, au moment où le régime supplémentaire sera pleinement mature. Puis il sera pleinement mature, non pas seulement du point de vue du montant des prestations, mais vers cette phase-là d'évolution de l'âge de retraite. Dernier commentaire pour lancer le débat. Quand on parle d'une période de retraite aussi longue que 25 ou 30 ans, là, on ne parle pas d'une période de retraite, je pense qu'on parle de 2 périodes de retraite. 3e âge, 4e âge. Ce qu'on voit actuellement, le 3e âge, c'est l'âge d'or. Les gens continuent de travailler, touchent leur rente, ils sont aux petits oiseaux. À un moment donné, l'incapacité survient, les besoins particuliers en santé et en aide surviennent. Là, ils ne pourront plus travailler, puis comme ils ont demandé leur retraite tôt, ils vont se ramasser qu'une rente déficiente. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de planifier la post-retraite. Depuis 20 ans, on parle beaucoup de planifier la retraite comme un événement prospectif. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser de plus en plus à comment ça va se vivre la retraite pour les très nombreux baby boomers qui vont y arriver. Puis je pense que maintenir à 65 ans pour tout le monde, puis je ne pense pas d'augmenter ça demain matin, là, bien que c'est mon rôle de prôner pour une augmentation de l'âge de retraite. Mais il faut se donner une période longue. Il faudrait viser. Moi, je pense que viser ce qu'en 2050, on soit encore à 65 ans, là, c'est pratiquement une utopie. Là, pour tout le monde, avec des conditions particulières pour chacun. Exactement sur cette thématique-là, il y a un professeur d'université qui s'appelle Rob Brown, qui était un professeur à l'école d'actuariat à l'université de Waterloo. Il a publié un papier un peu plus tôt cette année où lui, il a étudié, avec des statistiques, le pourcentage de la vie active qu'on passe à la retraite. Alors, définition de la vie active ici, c'est à partir de l'âge de 20 ans. Donc, on garde ça stable dans le temps. On présume que les gens prennent leur retraite à 65 ans et on regarde le ratio des années après 65 ans sur leurs années totales de vie. Alors, son travail démontre qu'en 1966, quand le régime de rente du Québec et le régime de pension du Canada ont été faits, ce pourcentage-là était un petit peu inférieur à 27, il était autour de 26,5 %. Donc, les gens, en moyenne, à partir de l'âge de 20 ans, la définition de vie active que lui utilise, passaient à peu près, disons, pour faire un chiffron, 27 % de leur vie active à la retraite. En 2016, ce chiffre-là, c'est 33,5 %. Et là, je vous rappelle qu'on a gardé stable l'âge d'entrée à 20 ans, puis on a gardé stable l'âge de retraite à 65 ans. Donc, le seul facteur qui explique cette augmentation-là, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Il donne ces statistiques-là, il dit, bon, qu'est-ce qui arriverait si on se donnait comme paramètre qu'on va garder ce pourcentage-là fixe à l'avenir? Donc, on va dire, on va ajuster l'âge de retraite lorsque ce pourcentage-là va passer au-dessus de 34 %. Alors, il a simulé ça. Et ce que ça donnerait, c'est que l'âge demeurerait à 65 ans aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore à 34. Il passerait à 66 en 2025, il passerait à 67 en 2050, selon ses projections. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en 2050,
les démographes prévoient que l'espérance de vie d'un Québécois de 65 ans va augmenter d'à peu près 3 ans, puis on aurait augmenté l'âge de retraite de 2 ans. À peu près un ratio de 2 tiers. C'est quelque chose qu'on devrait envisager ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Denis? Je dirais 2 choses. D'abord, c'est très, très logique comme façon de voir, c'est-à-dire que c'est implicitement assumé qu'on va répartir de façon constante notre temps de vie adulte entre la vie active sur le marché du travail et la retraite. Puis évidemment, ça a l'avantage de stabiliser les coûts. Il faut aussi dire qu'on a un petit peu testé cette façon de faire-là quand j'étais à ce qu'on appelle maintenant Retraite Québec, qui était la Régie des rentes à l'époque, puis l'actuaire en chef. On avait mis ça dans un rapport d'évaluation actuarielle, puis je me plaisais, quand on faisait des présentations, à soulever cette question-là. Puis on était effectivement autour de 0 à 1 tiers. Faut que je vous dise qu'il y a 2-3 actuaires qui ont trouvé ça bien intéressant, mais à part ça, ça n'a pas levé. Puis quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il y a juste 2-3 actuaires qui sont logiques, parce que je vous ai dit au préalable que c'est logique. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que faut voir ça comme étant un moyen. OK? Puis l'enjeu actuellement, puis tu l'as mentionné d'entrée de jeu, c'est une question qui est en train de devenir quasi un sujet tabou. C'est un peu comme le privé en santé, ces choses-là. On a de la misère à en discuter, puis il faut d'abord qu'on en discute sur le fond du dossier, sur les orientations. Puis une fois qu'on s'est entendu sur ce qu'on veut faire ensemble, ça sera assez facile de mettre ça en place. Puis il y aura 2 grands paramètres. Un, c'est une règle, comme tu mentionnes, puis l'autre, c'est la période de temps qu'on prend pour passer du point A au point B. Donc, l'idée en soi est intéressante, mais il faut d'abord convenir, il faut qu'il y ait des consensus qui se bâtissent autour de ces questions-là avant qu'on puisse en arriver à mettre ça en application. Denis nous a parlé de la Régie des rentes du Québec quand ça s'appelait la Régie des rentes du Québec. Michel, toi, tu étais à Retraite Québec. C'est-tu quelque chose que vous avez sur votre table à dessin, cette affaire-là? Et là, on est entre amis. Ce qui se dit ici reste ici. Disons que je vais laisser aux parlementaires le fardeau de trancher, mais on a quand même réfléchi. Là, il y a des tests de sensibilité, là, Bernard, qui sont dans l'évaluation actuarielle qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Si ça peut éclairer le débat. Juste pour le fun, on n'avait rien à faire une journée. On a dit, si on baissait l'espérance de vie d'1 an à 65 ans, donc si on enlevait 1 année d'espérance de vie, on sauverait sur le 10,8 de cotisation, 0,2. Si on reculait l'âge de retraite, ça, c'est pas une simulation, là, mais c'est en réfléchissant intuitivement. Si on reculait l'âge de retraite d'1 an, c'est comme si la pénalité actuarielle pour anticipation, qui est entre 6 et 7 % à peu près, pour devancer la retraite, ça vaut ça entre 0,5 et 0,6. On pourrait se ramasser à un taux de 10,8 à 10,2, 10,3. Donc, je ne veux pas trancher si on devrait l'augmenter ou pas, mais on voit que c'est un enjeu de coût. Donc, c'est comme si on disait, moi, je veux une voiture de luxe, je suis prêt à payer, ou je veux une voiture de base parce que je ne veux pas payer pour ça. Et là où on doit investir les piastres, c'est une bonne question, parce que l'espérance de vie augmente. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle qu'on ne parle pas souvent, c'est que l'espérance de vie en santé, elle n'augmente pas. Donc, on va avoir une pression énorme sur les soins de santé. Récemment, j'ai eu besoin de quelqu'un dans ma famille passer un IRM. Ça prenait 3 mois d'attente. Je suis allé au privé. On a payé. Je suis allé le vendredi matin. Vendredi soir, j'avais le résultat. Mais ça, à un moment donné, avec la démographie, on va avoir une pression énorme là-dessus. Donc, est-ce qu'on veut prendre les coûts de retraite, les diminuer, augmenter l'âge de retraite, réinjecter ça dans la santé? C'est une bonne question là, qu'il faut se poser. Une autre thématique que j'aimerais qu'on aborde avant d'aller dans la salle, c'est la question de l'économie et le travail. Parce que ça aussi, c'est un des arguments qui est souvent utilisé par ceux qui prônent une augmentation de l'âge de retraite. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on garde plus de gens de 60 ans et plus, puis même quelquefois de 65 ans et plus, au travail. C'était un d'ailleurs des arguments centraux
du rapport sur le comité consultatif dont je parlais tout à l'heure, en matière de croissance économique, qui a déposé un rapport au gouvernement fédéral. Alors, j'ai ressorti quelques statistiques sur quel pourcentage des Québécois de 60 ans et plus sont effectivement sur le marché du travail. Et toutes ces statistiques-là démontrent qu'il y a eu une augmentation importante du pourcentage des Québécois de 60 ans et plus qui sont maintenant au travail par opposition à il y a 15 ou 20 ans. Mais les statistiques démontrent aussi que ce pourcentage-là est inférieur au reste du Canada, qui est inférieur aux États-Unis et qui est inférieur à la moyenne des 35 pays de l'OCDE. Juste pour vous donner une illustration, pour les hommes entre 60 et 64 ans, en 2014, au Québec, le taux de participation au marché du travail était d'environ 55 %. Donc, il y avait environ 55 % des gens de 60 ans et plus qui avaient un revenu de travail. Dans le reste du Canada, c'était 60. Aux États-Unis, c'était 62. Et dans l'ensemble des 35 pays de l'OCDE, la moyenne, c'était 59. Donc, en gros, là, on tourne autour de 60 par opposition aux 55 on a ici. Et on observe la même chose quand on regarde les statistiques pour les femmes de 60 à 64, la même chose pour les hommes et les femmes de 65 ans et plus. Si on combine ça avec le fait, l'autre statistique qui est intéressante, c'est que la démographie québécoise est très défavorable quand on la projette sur les 20 prochaines années. Le pourcentage de la population active, donc les gens qui sont entre 20 et 64 ans, au Québec, va décroître. En fait, il a commencé à décroître en 2015. On a moins de gens en 2017 entre ces deux âges-là, 20 et 64, qu'on avait en 2015. Ça va continuer comme ça jusqu'en 2030, alors qu'aux États-Unis et dans le reste du Canada, ça augmente. Donc, nous, on diminue, eux augmentent. C'est une des raisons pourquoi ça coûte 10,8 % pour financer le régime de rente du Québec, puis ça coûte 9,9 % pour financer le régime de pension du Canada. Donc, premier élément ici, est-ce que ça militerait ou non en faveur d'une augmentation de l'âge de la retraite? Marie-Josée, toi d'abord. Bien, Bernard, je pense que là, tu touches vraiment au cœur de ce qui est vraiment important. Peut-être pas nécessairement augmenter l'âge de la retraite obligatoire, l'âge normal de la retraite, mais c'est peut-être l'âge effectif du départ à la retraite sur lequel il faudrait travailler. Les gens au Québec, présentement, ils ne partent pas à 65 ans. Certains partent avant, certains partent après. Pour que les gens restent en emploi, il faut que les conditions pour les garder en emploi soient mises en place. Puis ça, on a du chemin à faire. Puis je rajouterais que c'est une responsabilité qui est partagée. Responsabilité partagée par l'État, par les employeurs et même par les organisations syndicales. Par exemple, au niveau de notre travail, au niveau des gens qui sont en emploi présentement, c'est quoi? Il faut réfléchir à l'organisation du travail. Est-ce qu'il existe des mesures de retraite progressive? Est-ce qu'on a mis en place des horaires flexibles pour le personnel vieillissant, le télétravail, etc.? Il y a plein de mesures qui pourraient être mises en place en milieu de travail pour favoriser le maintien en emploi du personnel vieillissant. Est-ce que nos travailleurs vieillissants ont accès à de la formation professionnelle? Ça arrive dans des entreprises parfois que quand tu es rendu à 50 ans, l'employeur n'a pas trop envie d'investir en toi parce qu'il te considère déjà un peu comme has-been. Ça se pourrait, ça. Est-ce que ça arrive aussi parfois en entreprise que des employeurs, ils ont-tu hâte qu'ils s'en aillent, les plus vieux? Ça aussi, on voit ça. Peut-être que tu n'as pas connu ça, Bernard, mais ça existe. L'agisme en milieu de travail, ça existe pour de vrai. Au niveau de l'État, les politiques publiques, la formation professionnelle, donc les politiques publiques en matière de santé, faire en sorte que nos travailleurs se rendent en santé à leur retraite. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti il y a 2 semaines qui démontrait que présentement au Canada, on a un problème au niveau de tout ce qui est prévention du diabète, prévention des maladies cardiovasculaires. On est vraiment en bas de la moyenne des pays de l'OCDE en regard de ça. Si notre gouvernement n'agit pas au niveau de la prévention, bien, nos travailleurs arrivent à la retraite, arrivent à 65 ans, puis ils ne sont pas en santé. Il y a aussi toute la question de la formation professionnelle. Il y a des pénuries présentement dans certains secteurs d'activité que je nommerai pas, mais le problème, ce n'est pas l'âge de la retraite, c'est de s'assurer de trouver des travailleurs qui vont être formés pour être capables de faire le travail où il y a une pénurie.
Dernier élément, les syndicats. Je me suis dit, je suis mieux d'en parler parce que sinon, il y en a qui vont me le dire. Alors, le syndrome Tasso-Monod, on a ça aussi à l'intérieur de nos milieux de travail. Donc, on a peut-être de l'éducation à faire auprès de nos membres pour les sensibiliser face aux travailleurs vieillissants. Mais aussi, on a une responsabilité d'essayer de trouver des formules innovantes, originales pour accommoder les travailleurs vieillissants. Et peut-être qu'on a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui est intouchable, entre guillemets, dans nos conventions de collectives. Par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, moi, j'ai toujours un bémol. Il y a plusieurs experts qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le fait que cette pénurie-là va arriver. Il y a certains secteurs, effectivement, bien ciblés où il y a des problèmes, mais il ne faut pas oublier, puis d'ailleurs, M. Rousseau nous en parlait ce matin, la 5e révolution industrielle qui s'en vient va certainement avoir un impact aussi sur l'emploi. Donc, moi, la pénurie de main-d'œuvre, je mets un petit bémol dessus. Denis, dans le monde universitaire, ça ne prend pas la retraite, ce monde-là. Hein? Ça enseigne jusqu'à 71 ans. Ouais, de ce point de vue-là, c'est une référence. Je sais pas d'autres égards, ça l'est toujours. Mais il faut que je te dise, Bernard, là, j'ai un problème. Je suis d'accord avec Marie-Josée sur les questions d'organisation du travail, parce qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on parle de retraite progressive comme une façon de garder les gens plus longtemps en emploi. Ça remonte même aux années 80-90 dans les pays scandinaves. Puis les deux déterminants importants, c'est l'organisation du travail, puis c'est les conditions de retraite anticipée. C'est-à-dire que si vous avez des conditions de retraite anticipée trop généreuses, vous allez partir de toute façon. Mais l'organisation du travail demeure un élément extrêmement important. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer, puis je vois Louis. On a fait une enquête puis c'était dans le secteur finance et assurance au Québec, notamment avec Sylvie Saint-Onge de HEC, puis c'est un des articles qui va être publié. Puis les mentalités sont en train de changer, donc il faut espérer pour le mieux. Du point de vue de l'économie, on vient de mentionner que l'espérance de vie s'améliore. L'espérance de vie en bonne santé ne s'améliore pas nécessairement. On peut discuter longtemps là, à savoir s'il y a une pénurie de main-d'œuvre ou pas, puis comment ça s'écrit une pénurie de main-d'œuvre, puis à quoi ça se conjugue, mais assez clairement, puis dans le livre qu'on vient de sortir, Pierre Fortin, qui était un des économistes associés, Pierre, il y avait deux grandes fixations. Une, c'est de dire qu'il ne faut pas espérer une croissance économique aussi forte dans le futur qu'on l'a connue dans le passé. Puis l'autre, c'est de dire qu'on a comme une balloune qui nous pend au-dessus de la tête, notamment avec la question de la dépendance des personnes très âgées. Ça risque de créer un sérieux déséquilibre entre notre capacité de payer et les besoins des citoyens. Donc, moi, je pense que la question économique de prolonger la vie active de travailleurs qui sont en mesure de le faire, ça demeure un enjeu extrêmement important. Puis, dans ce sens-là, parler de l'âge de retraite, ça déborde beaucoup la question du coût directement là, de la retraite, parce qu'il y a un coût économique extrêmement fort attaché. Puis j'aurais le goût juste de conclure, si tu permets. Bien sûr. On a tous entendu parler de Liberté 55, puis évidemment, il y a des gens qui pourraient nous en parler plus parce que c'est une compagnie en particulier qui était associée. Mais de façon générale, le concept de Liberté 55, c'était l'idée de partir tôt. Puis les gens qui sont intéressés à ça, puis ils faisaient des focus groups, puis ils demandaient aux gens qu'est-ce que vous pensez de ça, Liberté 55, puis je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs qui existaient à ce moment-là. Puis les gens répondaient, c'est pas vrai qu'on est intéressé à jouer au golf 5 jours par semaine pendant 25-30 ans. Puis c'est pas vrai qu'on va aller marcher sur la plage pendant 25-30 ans. Donc, il faut travailler à favoriser le maintien en emploi des travailleurs âgés, ou du moins un bon nombre parmi eux. Puis à partir du moment où on fait ça, il faut se questionner sur les dispositions optimales de nos régimes de retraite pour s'assurer qu'on utilise le mieux possible ces sommes-là dans un contexte, tout ça, il ne faut pas perdre ça de vue non plus, que les gens sont myopes et craintifs par rapport à leur retraite. J'aurais beau leur dire, prends-les pas tout de suite ta retraite, puis René, ça fait beaucoup d'années qu'il fait ça, là. Prends-les pas tout de suite ta retraite, attends à 65-70 ans. Les gens ont peur de ne pas en avoir pour leur argent. Ils ont le réflexe de la demander rapidement. Puis on ne peut pas passer sous silence cette situation-là qui fait en sorte que dans les premières années de retraite, c'est l'âge d'or, mais il y a des lendemains moins gais qui peuvent se pointer à l'horizon un petit peu plus tard. Puis dans l'articulation de nos systèmes de retraite, il faut en tenir compte. Là-dessus, Michel, j'aimerais ça t'entendre, parce que les statistiques démontrent que 60 et quelques % des gens, peut-être même plus que ça, des Québécois demandent leur rente du régime de rente du Québec dès qu'ils ont droit à 60 ans. En fait, les statistiques que moi j'ai vues, c'est plus de 80 % des gens le font avant 65 ans, puis la grande majorité entre 60, 61, 62. Voyez-vous une évolution là-dessus? Ça change-tu? Puis y a-t-il
des préoccupations parce que dans le document de consultation du gouvernement qui a été déposé en décembre dernier, une des pistes, c'était d'envisager de rendre le régime de retraite admissible plus à 61, peut-être même 62 ans plutôt que 60 ans. Qu'est-ce que vous avez comme données là-dessus, Michel? Bien, écoute, j'ai pas de données avec moi, mais je vais y aller un peu de mémoire, là. Tes statistiques, là, tu as raison sur le nombre qui partent à 60, dès 60 ans. Mais des fois, il y a des raisons. Quand tu décortiques ça, il y en a qui sont plus capables de travailler dans cette proportion-là. Mais l'âge moyen de la retraite, on se souviendra que la consultation précédente, on a augmenté la réduction, la pénalité là, pour anticipation. Là, les statistiques sont... Puis là, ma collègue Sonia est dans la salle. J'espère que je ne dirai pas de niaiserie, sinon elle va me reprendre, elle va me chicaner. Mais c'est entre 62 et 62,5. Je pense que c'est 62,2 l'âge moyen de la retraite. Et on observe un allongement timide, mais on commence à observer ça. De mon point de vue aussi de régime complémentaire qu'on surveille, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de négociations, des négociations volontaires, des négociations imposées, mais ce qu'on voit beaucoup dans les modifications qui se font au régime, c'est justement une augmentation de la réduction pour anticipation. C'est sûr que si actuariellement, moi, de prendre ma retraite un an plus tôt, ça me coûte 6 %, mais qu'on baisse ma rente juste de 3 %. Il y a des gens rationnels qui vont dire, bien, regarde, comme il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, si je suis dans ça, pourquoi je ne prendrais pas ma rente tout de suite? Je prends la retraite subventionnée, puis je me replace ailleurs. Et ça, on commence à voir ça aussi. La première chose qui est négociée souvent, c'est soit un recul de l'âge de retraite, le premier âge avec anticipation, ou une augmentation de la réduction. Fait que moi, je pense que, personnellement, ça n'engage pas Retraite Québec, je pense que les comportements sont en train de changer, puis ça va se poursuivre. J'ai encore plein de questions, mais peut-être que vous en avez vous autres aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question à nos panélistes? Je donne la chance. Là, je pense qu'on a un micro, si jamais quelqu'un en a. Peut-être quelqu'un en avant ici, monsieur? Pas encore intellectuel. Merci. Ouais. Oui, merci Bernard. J'ai bien aimé ton introduction de Michel Monteau, parce que moi, je suis un ancien conseiller de Michel Monteau. Alors, c'est pour ça que tu es à la retraite. Il n'est pas à la retraite. En fait, j'ai deux commentaires, questions. Premièrement, pardon? Oui. Alors, Denis, tu mentionnais l'effet des coûts. Ce qui me préoccupe à relier l'âge de la retraite et de réduire les coûts, c'est que tout le monde dit que les gens n'épargnent pas suffisamment pour la retraite. Alors, il me semble que je vais retourner ton argument en disant que c'est peut-être une bonne chose de garder la retraite tôt, de forcer les gens à épargner plus, puis s'ils n'en ont pas besoin, ils la retarderont. Alors, c'est une façon machiavélique d'accomplir un but qui est très, très bon. Mon autre point, c'est sur la pénurie de main-d'œuvre. Je regardais un sondage, je pense qu'il est privé du Conseil du patronat du Québec, où on indiquait bien qu'il y a une grande préoccupation de la part des employeurs québécois sur la pénurie de la main-d'œuvre. Mais quand on leur demandait les solutions possibles, ce n'était pas d'emploi des travailleurs âgés. Alors, les deux meilleures méthodes pour adresser cette pénurie de main-d'œuvre-là, c'était plus d'immigrants et plus de travailleurs dans des minorités visibles. Et en fait, embaucher des travailleurs âgés, ce n'était même pas dans le survey. Louis? Je vais revenir à la question de base sur l'âge de la retraite, parce que j'ai travaillé au gouvernement fédéral sur ces questions-là un peu. Puis là, j'ai été très frappé par les commentaires de Marie-Josée sur, dans le fond, les clientèles plus vulnérables, puis notamment l'expérience de fait qu'il y a
notamment les gens qui sont à l'aide sociale sur une longue période de temps, pour eux autres, c'est une augmentation de revenus importante d'accéder à la sécurité de la vieillesse. Puis là, je me mets à imaginer un scénario. OK, si on faisait ça de façon graduelle, mais avec un espèce de programme catégoriel pour se rassurer que les gens, dans le fond, qui ont des conditions médicales peuvent quand même accéder, etc. Je brasse là-dedans la mécanique fédérale-provinciale, que c'est les gouvernements provinciaux qui sont responsables de l'aide sociale, puis le fédéral qui est responsable de la pension de vieillesse. Puis je mélange à ça le fait comment ça va fonctionner en termes de régime de tests médicaux pour déterminer si vous êtes d'un bord ou de l'autre de la question. Puis là, mes réflexes de haut fonctionnaire me reviennent puis me disent, plus je le regarde en détail, plus je me demande si la solution n'est pas pire que le problème. Puis, objectivement, on devrait augmenter, mais je me demande, est-ce qu'on est dans une espèce de comme équilibre institutionnel pour un ensemble de raisons qui fait que ça va être extrêmement difficile de dessiner le programme qui ferait que tous les enjeux qui sont associés à bouger 65 ans seraient gérés. Puis, plus j'y pense, moins je le vois. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pourrais réagir à ça? Oui, Ah, en fait, non, okay, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un d'autre. Là, j'allais vous demander de réagir à un peu tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient un commentaire? Ah, quelqu'un là-bas? C'est plus un commentaire qu'une question. J'ai travaillé dans le passé pour des employeurs qui, effectivement, avaient des régimes à prestations déterminées, tout ça. Et moi, ça me surprenait toujours à chaque fois quand je recevais mon relevé annuel qui va me dire, voici, ça arrête toujours à 65 ans. Donc, déjà, en partant, on envoie un message qu'après 65 ans, il n'y a plus rien, là. C'est les limbes. J'ai d'ailleurs déjà challengé un assureur qui était mon employeur de dire, ça ne te tente pas de dire 66, 67, pour montrer aux gens qu'il peut se passer quelque chose après 70 ans. Donc, j'envoie le message parce que je pense qu'il y a quelques assureurs ici. Et deuxième des choses, c'est aussi pour tous les employeurs qui sont dans la salle. Je remarque que quand il y a des invitations, par exemple, pour les gens qui bientôt doivent se préparer à la retraite, souvent, c'est une des premières conditions qu'on met, c'est vous devez avoir 50 ans, vous devez avoir 55 ans, tout dépendant, pour assister à ces formations-là, ces réunions-là. Parce qu'avant ça, on dit, ben non, vous êtes trop jeune. Mais pour moi, je pense que comme employeur, parce qu'on parle de régime de retraite, donc comme employeur, je pense qu'on devrait aussi avoir une responsabilité de dire, je peux-tu inviter des gens de 20, 25 ans, 30, 35 ans? Ça se peut que je ne leur tienne pas le même discours que ceux qui sont rendus à 50, 55 ans, mais déjà, je les sensibiliserais et peut-être que ça leur donnerait le goût de continuer après 60, 62, 65 ans. Donc, c'était plus un commentaire. Merci de votre intervention. Des réactions, on y va... Marie-Josée, Denis, Michel, des réactions aux 3 commentaires. Bien, peut-être un commentaire sur la dernière intervention, madame. Puis vous êtes plusieurs conseillers financiers dans la salle ici. Là, c'est sûr que oui, effectivement, quand on reçoit notre relevé de régime à prestations déterminées, on nous dit si vous prenez votre retraite à 60 ans, vous avez tant, 65, vous avez tant, puis il n'y a plus rien après. Mais par rapport au régime de rente du Québec, les conseillers financiers continuent encore, puis moi, je me le fais dire par les membres, continuent de dire prenez votre rente à 60 ans, c'est plus payant. Malgré le fait que, comme le disait Michel, c'est une réalité qui a complètement changé, là. On n'est plus dans le même univers, les pénalités sont plus grandes, les travailleurs vont perdre une portion de leur revenu importante en faisant ce choix-là. Donc, j'appelle aux conseillers financiers ici de cesser de cette pratique. Retraite Québec fait un effort important d'information. Puis je me permets de le dire, comme on dit conseil d'administration, mais Retraite Québec fait un effort important d'information à l'intérieur des bulletins qui sont distribués aux participants au régime. Puis je pense qu'ils font un excellent travail. Mais les conseillers financiers jouent un rôle important aussi, puis ont beaucoup d'influence. Donc, sur la question, Michel, tu mentionnais les gens n'épargnent pas assez pour la retraite et tout. Je pense que faut se rappeler que pour la grande majorité de la population, puis Michel nous en a dit un mot tout à l'heure, la bonification du régime de rente est considérée comme bienvenue. Puis ça répond à un besoin tout à fait réel. Oui, OK. Bon, voilà, excusez. Pourtant, j'ai des grandes oreilles. Mais... donc, la bonification du régime de rente est la bienvenue. Puis ça va s'implanter graduellement. Mais pourquoi on n'en profiterait pas en même temps? Puis c'est toujours le même point que je soulève, là.
pour s'assurer qu'on utilise le mieux possible les sommes qu'on consacre à la retraite en implantant sur une très longue période une majoration de l'âge de retraite. C'est sûr que ça a beaucoup d'implications, tu le mentionnes, Louis, là. Ça a des implications d'ordre plus technico-administratif, de changer certaines choses. Si on a du temps, ça se fait assez bien. Ça a des implications plus grandes pour certaines clientèles. Puis comme on l'a mentionné dès le début, là, en fait, il y a trois situations à risque principales. Les gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui ont des problèmes de pénibilité de main-d'œuvre, c'est leur caractère inapte à occuper un emploi à un âge avancé. Ça se règle autrement qu'en payant une rente de retraite à tout le monde à un âge fixe qui n'évolue pas dans le temps. Rappelez-vous, il y a un certain nombre d'années, on avait beaucoup de travailleurs avec une très faible scolarité, qui perdaient leur emploi. Marie-Josée en est partie. Par des questions de prestations d'invalidité adaptées, on a traité cette situation-là. Puis on pourrait le faire encore sans généraliser le paiement à un âge qui devient de plus en plus faible par rapport à l'espérance de vie. L'autre élément qui est important, c'est les gens à faible revenu. On parle souvent qu'on a un système à paliers multiples, donc les gens touchent leur revenu de retraite de 3 sources différentes. On peut le virer de bord en se disant, bien, il y a 3 régimes qui visent 3 clientèles différentes. Pour les gens à faible revenu, la principale source de revenus, ce qui les préoccupe ou les intéresse au premier chef, c'est la PSV et le SRG. Puis on n'en parle pas, et sur le pilote automatique, elle est en train de s'éroder. Puis si on se dégageait un petit peu de marge de manœuvre, notamment par un rajustement de l'âge de retraite, on pourrait faire une pas mal meilleure job pour les personnes à faible revenu. Je pense qu'il y a des actions à poser de ce côté-là aussi. Michel? Bien, peut-être une réaction dernière, moi aussi, intervenante. Il faut rappeler que, puis ça rejoint un peu Michel, là, les gens ont le choix de leur âge de retraite. Dans le régime de rente du Québec, ça rejoint un petit peu la rente longévité, Bernard, dont tu parlais. Tu peux demander ta rente à 70 ans au régime de retraite, au régime de rente du Québec, puis tu vas avoir une plus haute rente. Si vous prenez votre retraite, vous pouvez revenir au travail. Le régime de rente du Québec, maintenant, quand on a des revenus de travail, puis qu'on touche une rente en même temps, on cotise, puis on continue de bonifier notre rente. Il y avait aussi la question de... Il n'y a pas d'âge de retraite obligatoire au Québec. Il y a une limite fiscale où on doit commencer à décaisser à 71 ans. Peut-être ces règles de décaissement-là aussi sont trop tôt, trop tard. On pense au fonds de revenu de vie âgée. Ça devra peut-être être revu. Mais rappelons donc que les gens ont le choix. Là. C'est peut-être pas si mal comme ça non plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire une intervention? Il y a quelqu'un à l'arrière, là-bas? Ah, Richard. Peut-être portez le micro, s'il vous plaît. J'aimerais poursuivre sur le dernier point, en fait, l'âge de la retraite, puis déjà la flexibilité existante au RRQ. Bon, il semble que mettre la loi à 67 ans, on ne veut même pas en parler, ou j'imagine si on parle du RRQ, qu'on puisse débuter à 62 ans plutôt que 60 ans, ça va amener certainement d'autres irritants si ce n'est pas du monde dans la rue. Mais pourquoi pas aller dans le même sens que le RRQ a déjà mis en place, c'est-à-dire une pénalité plus grande, une retraite anticipée, puis peut-être une bonification plus grande si on la recule à 70 ans, ce qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de mettre une loi, dire on vous oblige à 67 ans, parce que là, on va avoir à un moment donné un travailleur de 66 ans qui a perdu sa job, qui ne peut pas travailler, qui dit, voyons, je ne peux pas avoir mon RRQ comme avant, ça n'a pas de bon sens. Mais pour la majorité des gens, si l'avantage de la reculer à 67 ans, plutôt que d'avoir... c'est 7,2 par année, en tout cas, plutôt que leur bonification actuelle. Si on l'augmente un petit peu, ce qui fait que la majorité des conseillers financiers diraient à tout travailleur, si tu as une espérance de vie typique de 85 ans, tu as clairement avantage de reculer 1 an, 2 ans jusqu'à 70. Et puis, tu as clairement désavantage de reculer, ce qui fait dire que même, en fait, le plus important, c'est peut-être la retraite effective, là, à 61 ans aujourd'hui ou 62. Bien, si ce n'est pas pénalisant tellement de devancer, bien, on ne la reculera pas, l'âge de la retraite. Alors, si la pénalité, on la mettait à 0,7 par mois plutôt que 0,5, bien, c'est tellement coûteux qu'il y aura seulement ceux et celles qui n'ont vraiment pas le choix, qui ne peuvent plus travailler, qui vont la prendre. Mais tous les conseillers financiers vont dire « reculez-la, l'âge de la retraite, c'est plus payant ». Et là, tu n'as pas besoin de loi qui dit « je t'interdis de prendre la retraite à 61 ans, puis tu n'auras pas de RRQ ». Tu peux l'avoir, mais ça va te coûter cher.
Puis inversement, si tu la recules à 67 ans, tu peux apprendre à 65 encore, mais à 67 ans, elle est tellement bonifiée que le conseiller financier calcule, c'est évident, à moins que tu aies une espérance de vie ou le cancer, tu as avantage à reculer l'âge de la retraite, c'est payant. Et là, tu ne te confondes pas avec une loi qui va être impopulaire auprès des politiciens. Alors, pourquoi pas aller plus loin dans la bonification du RRQ pour reculer l'âge et puis la pénalité si on devance pour reculer l'âge de la retraite effective? Oui, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois quelques mains, là. Alors, si vous pouvez, il nous reste quelques... Vous pouvez essayer de... Je vois 3 personnes, ce serait plaisant de tous vous entendre. Fait que une minute ou 2. Oui. En fait, M. Monteau, vous avez parlé de choix, puis dans la continuité, vous parlez aussi d'un choix qu'on aurait ou non de prendre notre retraite à un certain âge avec des pénalités selon... et puis là, avec ces pénalités-là, on réfléchit au fait, est-ce que c'est profitable pour nous? Mais effectivement, là, ce que vous proposez, par exemple, c'est un régime un peu one size fit all, puis effectivement, on oublie la pénibilité à l'emploi de certains, la pauvreté à la retraite de... Un Québécois sur 2 actuellement à la retraite touche le supplément de revenu garanti. Puis là, on a l'air de parler de ça comme si c'était la Cadillac avec les bretelles, peu importe. C'est le seuil de pauvreté, le supplément de revenu garanti. Donc, moi, je nous entends discuter de ça en même temps qu'on voit dans notre société les inégalités augmenter, le système de santé qui se privatise. On parle de santé à la retraite. En tout cas, je nous invite à la prudence parce qu'il semble qu'on risque d'oublier beaucoup de gens à travers ça. Puis, voilà, il ne faut pas aller trop vite et puis oublier le côté humain de l'affaire. Là. Merci. Okay. Merci. Il y avait une autre personne qui avait levé sa main. Ouais. Monsieur. Moi, c'est surtout une suggestion. Vous ne semblez pas avoir la réponse, mais moi non plus, je n'ai pas la réponse, si on doit limiter ou reporter l'âge de la retraite. Moi, j'aurais aimé, puis c'est une suggestion que je fais à M. Clément Roberge, peut-être qu'à l'avenir, d'avoir quelques personnes concernées. Madame donnait comme exemple les gens des préposés aux bénéficiaires. Moi, j'aimerais ça entendre ces gens-là. Est-ce que, pour eux autres, ils sont pour ça de reporter l'âge de la retraite ou de laisser l'âge à 65 ans? Moi, je ne peux pas me prononcer pour eux autres. Mais je sais que j'ai de la parenté à Montréal et ils ont hâte de prendre leur retraite. Savez-vous pourquoi? Il y a trop de pylônes oranges dans les rues. Ils sont tannés de perdre 3 heures par jour pour aller travailler. Fait qu'ils n'ont pas voté c'est leur M. motif. Coderre, eux autres. C'est leur motif, puis je l'accepte, leur motif. Mais j'aurais aimé ça entendre un policier, un pompier, une préposée aux bénéficiaires, un travailleur forestier. Qu'est-ce qu'il nous aurait répondu? Qu'est-ce qui répondrait à votre question? Il y en a peut-être dans la salle. Il y a un autre monsieur en arrière de vous, je pense. Moi, c'est un commentaire. On peut retravailler 40 ans à la même place. Moi, je travailler 35. J'ai pris ma pension 56. La liberté 55, c'est pas juste d'arrêter puis de jouer au tennis, jouer au golf. Parce que la plupart du monde qui sont dans la même situation que je suis, après 35 ans dans la même job, avec le même monde, l'entreprise change, le contexte change, puis tu as le personnel, tes amis, ça change aussi. Des dernières années, ça devient plus triste de travailler. Par contre, quand tu es à ta retraite, la liberté 55, c'est de repartir une deuxième carrière. C'est pas de prendre sa retraite, c'est vacher sur un divan. C'est de partir une nouvelle business, c'est de partir de quoi de nouveau, de s'impliquer. Là, à ce moment-là, l'effet pécunier est beaucoup moins important. Fait que si, au niveau gouvernemental, vous fonctionneriez en parallèle plutôt que fonctionnant en silo, bien à ce moment-là, quand tu lâches une job à 60 000, bien, le jeune qui apprend, qui a des enfants, il commence à travailler. Il y a une belle job, il y a des bonnes conditions de travail. Puis celui-là qui veut arrêter, bien, fiscalement parlant, le côté revenu est moins important parce que la maison est payée et tes autres affaires sont faites. Là, tu travailles pour toi parce que tu as du fun à travailler. Tu as une énergie à dégager, puis les heures, les fins de semaine, les jours, ça n'a plus d'importance parce que tu retrouves le plaisir que tu avais quand tu as commencé à travailler quand tu étais jeune. C'est peut-être une chose qui est oubliée. Fait que de cette façon-là, tu n'as pas besoin de tenir compte du monde qui sont malades, qui sont plus capables de travailler. C'est chacun le fera à son rythme, puis tu auras un système qui est fait en conséquence, puis tu pourras te planifier d'avance. Merci. Okay, merci. Alors, on peut le voir, hein? On vous l'avait dit d'entrée de jeu, c'est un sujet qui soulève des passions, puis c'est un sujet qui n'est pas facile à régler. Notre objectif aujourd'hui, c'était de susciter une réflexion, de vous donner des pistes. J'espère qu'il va y en avoir d'autres groupes de discussion. C'est un enjeu important, celui de l'âge de la retraite.
entre le moment où on y réfléchit et le moment où on agit, ça se calcule en années, puis en plusieurs années. Donc, l'objectif ce matin, c'était maintenant, puis on va féliciter notre gouvernement qui s'est amendé le régime de rente du Québec, un processus qui va aider surtout les gens qui ont moins de 35 ou 40 ans aujourd'hui à avoir une retraite planifiée. Maintenant, je pense qu'il est temps de réfléchir à cet autre enjeu-là. Est-ce que la réponse est un one size fits all? Sans doute pas. Est-ce qu'on doit ne pas en parler? Sans doute pas non plus. Alors, merci de votre attention. Merci à nos 3 panélistes. Alors, merci beaucoup, M. Morancy. Merci à nos panélistes. Un sujet d'actualité qui soulève les débats. Alors, sur ça, on vous attend pour la continuité du bloc de conférence de cet après-midi. Donc, au niveau 1, dès 14 h. Par la suite, pause à 15h15 et retour pour le panel de fermeture à 15h35. Merci.